Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ce 4e épisode dans lequel nous allons ajouter la possibilité à notre personnage de sauter. C'est une fonctionnalité plutôt simple à implémenter parce que notre joueur utilise un rigid body pour son système de déplacement, on en avait un petit peu parlé au premier épisode. Ce personnage est donc affecté par la physique, ce qui veut dire qu'on aura simplement à lui appliquer une impulsion au moment où l'on appuie sur la touche de saut. Rapidement, avant qu'on commence, je vous rappelle que cette série est disponible gratuitement sur YouTube, et si c'est disponible gratuitement sur YouTube, c'est grâce aux tipeurs qui sont affichés sur la droite de l'écran. Je considère que l'apprentissage devrait être quelque chose de gratuit, et cela pour tout le monde, c'est pour ça que tout mon contenu est disponible gratuitement. Et si vous aussi vous avez la possibilité et l'envie de me soutenir, si vous appréciez mon travail, eh bien vous pouvez faire un don sur les plateformes Tipeee ou Utip, les deux liens sont en description. Merci d'avance à ceux qui y feront un tour et qui participeront financièrement au développement de cette chaîne. Reprenons notre projet là où on s'était arrêté. On va aller sélectionner le joueur dans la hiérarchie. Dans l'inspecteur sur notre joueur, donc, on va aller dans le component variable et on va en ajouter une nouvelle. Cette nouvelle variable, on va l'appeler jump, et elle sera de type float. Par défaut, on peut également lui mettre la valeur 12. Ces valeurs, c'est moi qui vous les donne, elles donnent un résultat qui est plutôt agréable à voir, mais si jamais vous sentez que le personnage ne saute pas assez haut ou au contraire qu'il saute trop haut, eh bien vous pourrez évidemment modifier cette valeur de base. Maintenant que notre variable a été ajoutée, on va retourner dans le graphe du joueur. En dessous de ce qu'on a réalisé auparavant, on va commencer par ajouter une node onButtonInput. Le nom de cette input, ça va être jump, avec une majuscule. Alors ça s'écrit exactement pareil que la variable qu'on vient de créer, mais c'est pas tout à fait la même chose, hein. La variable et l'input, ce sont deux choses différentes. Il faut savoir que sur Unity, vous avez un input qui est présent par défaut, qui s'appelle jump, qui est lié à la barre espace, et qui, comme son nom l'indique, devrait être utilisé pour faire sauter le personnage. Donc si on appuie sur cet input jump, on va effectuer un rigid body 2D add force. Vous voyez que cette node a plusieurs déclinaisons, choisissez bien la même que moi, il faut que vous puissiez indiquer le mode. Vérifiez également que vous êtes bien en rigid body 2D et pas en rigid body tout court, parce que c'est pas pareil. Le mode qu'on va sélectionner, ce sera impulse, parce qu'on veut donner une impulsion à notre personnage pour qu'il puisse faire un saut vers le haut. Forcément, si on veut ajouter une force, une impulsion, il faut qu'on précise quelle sera sa puissance, et pour faire ça, on a justement créé une variable tout à l'heure. Donc on va connecter une node de type vector2create à l'input force de notre node. Encore une fois, choisissez bien la même proposition que moi, donc celle où on peut préciser les arguments x et y. Ce vector2, il va représenter la direction dans laquelle on va effectuer le saut et à quelle puissance. Mais plutôt que d'indiquer ça en dur directement dans cette node, on va utiliser donc la variable comme je l'ai dit. Et on va donc connecter l'input y de cette node à une node getObjectVariable, et l'élément qu'on va sélectionner, ce sera évidemment la variable jump. Ce groupe est maintenant terminé. Il a la particularité de dépendre initialement de l'input, ce qui signifie qu'il n'a pas besoin d'être connecté au flow de nos groupes précédents. Vous pouvez créer un groupe autour des nodes, CTRL plus clic gauche pour rappel, et on peut appeler ce groupe jump par exemple. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à tester ce qu'on vient de faire en appuyant sur play, et en théorie, en utilisant la barre espace, votre personnage devrait maintenant pouvoir sauter. En apparence, l'ajout de cette fonctionnalité était plutôt simple et plutôt rapide, mais on va avoir quelques améliorations à y apporter. En appuyant plusieurs fois sur espace, vous remarquez que les sauts s'additionnent et donc que notre personnage peut en fait sauter et même carrément voler à l'infini. Ce n'est évidemment pas ce que l'on veut. Également, si vous vous souvenez bien de l'épisode précédent où l'on a connecté le système d'animation avec les mouvements, vous avez sûrement remarqué qu'il existe une animation de saut pour notre personnage, mais actuellement elle ne se joue pas non plus. On va couper le mode play, et on va retourner dans le graphe. On va commencer par fixer le problème du personnage qui peut sauter à l'infini. Pour fixer ce problème, on va utiliser un système qui s'appelle le ground check. Littéralement en français, une vérification du sol. En gros, on va créer un cercle invisible au bas de notre personnage. Ce cercle, c'est ce qu'on appelle un circle cast, et dans l'éventualité où ce cercle touche quelque chose, cela veut dire que notre personnage est au sol.
Si le cercle ne touche rien, cela veut dire que le personnage est dans les airs, donc qu'il vient de sauter ou qu'il est en train de tomber. De cette manière, on saura en permanence si notre personnage est sur le sol. Si c'est le cas, on lui permettra d'effectuer un saut, et si ce n'est pas le cas, on lui bloquera cette possibilité. Le personnage ne pourra donc plus sauter à l'infini, et il ne pourra plus sauter de manière générale lorsqu'il est dans les airs. Il faudra absolument qu'il y ait un sol en dessous de lui. À gauche du groupe qu'on vient de créer, on va commencer par faire une node CircleCast. Vous voyez encore une fois qu'il y en a beaucoup, donc prenez bien la même que moi. Vous devriez avoir comme paramètres origine, radius, direction, distance et layer mask. Une fois cette node ajoutée, on va remplir les quelques paramètres demandés par défaut. Dans origine, on va connecter une node de type transform getPosition. Cela veut dire qu'on va créer notre cercle depuis notre objet actuel, donc le joueur, et plus précisément le centre du joueur. Dans Radius, on va mettre 0,3. Ensuite, on va préciser dans quelle direction on va faire apparaître notre cercle par rapport à l'objet origine. On va donc indiquer -1 sur l'axe Y pour créer un petit décalage et donc faire apparaître le cercle au bas du personnage. Encore une fois, toutes ces valeurs, c'est moi qui vous les donne, elles fonctionneront parfaitement pour ce projet, donc je vous conseille d'utiliser les mêmes. Pour la distance, on va indiquer 1,1, c'est la distance à laquelle le cercle va vérifier s'il touche quelque chose. Et pour finir, Layer Mask correspond à une sorte de filtre, qui va nous permettre en fait de vérifier si on touche certains objets précis. Par exemple, chez nous, on veut être considéré comme touchant le sol uniquement si on est sur une plateforme. On va donc commencer par connecter le Layer Mask à une node de type Layer Mask. Cette node Layer Mask, on la configurera dans un petit instant, mais on va d'abord préparer le nécessaire. Dans la fenêtre Project, vous pouvez ouvrir le dossier Prefab et sélectionner l'une des deux plateformes, plateforme large ou plateforme small, peu importe. Une fois que vous en avez sélectionné une, dans l'inspecteur, vous pouvez cliquer sur Layer, puis Add Layer. On va indiquer Platforms avec un P majuscule et un S dans l'un des slots disponibles, peu importe lequel encore une fois. Puis vous pouvez retourner dans la fenêtre Project, sélectionner cette fois-ci les deux plateformes en même temps. Pour faire de la multisélection, donc sélectionner plusieurs objets, vous en choisissez un, vous maintenez la touche CTRL et vous cliquez sur la deuxième. Puis dans l'inspecteur, dans Layer, vous pouvez indiquer Platforms. Grâce à ce qu'on vient de faire, toutes nos plateformes auront maintenant le bon filtre. On peut ensuite retourner dans notre graphe et on va terminer la configuration en indiquant Platforms dans la node Layer Mask. Il faut maintenant qu'on traite le résultat de cette opération, donc savoir concrètement si notre personnage touche une plateforme ou non. Pour ça, on va glisser l'output avec l'icône de cible du CircleCast vers une node Expose Raycast Hit 2D. Le boulot de cette node, ça va être de nous permettre de récupérer toutes les plateformes touchées. On peut décocher statique sur cette node. On va faire une dernière vérification, même si elle n'est théoriquement pas obligatoire, on va quand même assurer nos arrières, et on va vérifier si la plateforme qu'on a récupérée a bien une boîte de collision. Connecter l'output collider à une node de vérification not equal, puis on va connecter le point B à une node nulle. De cette manière, on est sûr que le personnage touche une plateforme et que cette plateforme a bien une boîte de collision, et qu'on peut donc bien marcher sur cette plateforme. Il ne nous reste maintenant plus qu'à connecter ce groupe à celui qu'on a créé précédemment, mais pour ça, on va devoir le modifier un petit peu. On va commencer par retirer la connexion entre la node d'input et celle de addForce. Pour rappel, on enlève une connexion en mettant la souris sur l'un des points et en faisant un clic droit. La node d'input, on va la connecter à une node branche. L'input de la branche, on va le connecter au résultat du not equal. Et l'output true, on va le connecter à la node addForce. De cette manière, on va connecter les deux groupes ensemble. Si vous le souhaitez, vous pouvez ensuite créer un groupe visuel qu'on pourrait appeler Ground Check autour de ce nouveau groupe. Et on peut maintenant passer à la partie la plus fun, c'est-à-dire tester. Vous pouvez appuyer sur Play, et en théorie, votre personnage ne devrait maintenant pouvoir sauter que s'il touche une plateforme. Je vous lance un petit challenge, essayez d'atteindre le drapeau que vous avez tout à droite.
Pour info, si jamais votre personnage tombe sur les pics que vous avez au bas de l'écran, eh bien ces derniers ne sont pas considérés comme une plateforme, donc c'est normal que le joueur ne puisse pas sauter lorsqu'il est sur les pics. Vous pouvez couper le mode play, et on va passer à la dernière partie de cette vidéo, à savoir l'animation de saut. Vous pouvez ouvrir l'animator du personnage depuis Windows, Animation, Animator. Sélectionnez ensuite le joueur dans la hiérarchie. Dans les paramètres de l'animator, on retrouve une boule grounded qui représente si le personnage est au sol ou non. Comme je vous l'avais expliqué, l'animator est préconfiguré, donc tout ce qu'on a à faire pour faire fonctionner l'animation, c'est d'envoyer à notre animator l'information de si notre personnage est au sol ou non. Un peu comme on l'a fait avec la vitesse de déplacement lors d'un épisode précédent. Vous pouvez fermer l'animator, on n'en aura plus besoin. On va aller sélectionner toute la partie sur le ground check qu'on vient de créer. On va la copier avec CTRL-C. Puis vous pouvez directement faire CTRL-V pour créer une copie. Et cette copie, on va la déplacer à la suite de notre système d'animator, celui qu'on avait utilisé pour le mouvement. Depuis la node setFloat, on va créer une node animator setBool. Et dans name, on va indiquer grounded. Et cette valeur, elle sera héritée de notre système de groundCheck. Donc il faut qu'on connecte le not equal à cette node setBool. Cela étant fait, on peut appuyer sur play et vérifier que notre système d'animation de saut fonctionne bien. Chez moi, ça fonctionne plutôt bien et notre personnage en semble bien étonné. Vous pouvez ensuite couper le mode play, et on va retourner dans le graphe. Alors effectivement, ça fonctionne. Notre personnage ne peut plus sauter plusieurs fois d'affilée, on a bien le système d'animation qui se joue également, mais ce qu'on vient de faire avec le copier-coller va à l'encontre d'une règle de programmation. Cette règle, elle s'appelle DRY, ce qui signifie Don't Repeat Yourself, ne pas se répéter. Pour vous la faire courte, le principe ou la philosophie DRY, elle vise à éviter la redondance de code. C'est-à-dire qu'on doit éviter au maximum de faire des copier-coller de notre code ou, dans notre cas, de nos nodes. Ça va faciliter la maintenance, le test, le débogage et les évolutions de notre jeu. En gros, si vous avez un groupe de nodes qui a un objectif, vous ne devez jamais copier-coller ce groupe. Vous devez plutôt utiliser ce qu'on appelle des super units ou des super nodes. Vous pouvez revenir au niveau du premier groupe de nodes de groundCheck qu'on va remplacer justement par l'une de ces supernodes. Pour ça, on va se rendre dans Asset, Create, Bolt, et on va choisir Flow Macro. Cette Flow Macro, on va l'appeler groundCheck, et on va la stocker dans le dossier macro. Ensuite, on va pouvoir retourner sur le joueur, et dans le graphe, on va copier le groupe qu'on veut transformer en super unit, donc celui du groundCheck. Vous pouvez donc le sélectionner encore une fois, faire CTRL-C pour le copier. On peut ensuite revenir dans notre nouvelle macro, donc dans la fenêtre Project, vous sélectionnez groundCheck, et dans son graphe, on va faire CTRL-V pour coller ce qu'on vient de copier. On peut ensuite retourner sur le graphe du joueur, et dans un premier temps, on va supprimer le groundCheck qu'on a fait ici. Donc sélectionnez tout et appuyez sur Supr. À la place, on va glisser-déposer notre super macro groundCheck, qui devrait apparaître comme une simple node. Sauf que forcément on a un petit problème parce que la node est bien là, mais on n'a plus les outputs. On ne peut pas connecter cette node avec le reste. La raison à ça, c'est que dans notre super macro, on doit préciser quels seront les outputs. Vous pouvez donc revenir dans groundCheck, et dans notre graphe, on va faire un clic droit, Add Unit, et on va chercher Output. Dans l'inspecteur, sur la droite, on va ajouter une Value Output. Il va falloir qu'on précise plusieurs éléments, notamment Key, pour lequel on va indiquer Grounded. Pour le type que vous avez en bas, vous pouvez mettre Boolean,
Et ce n'est pas obligatoire, mais je vous recommande d'ajouter un label et un summary parce que ça va vous permettre de vous souvenir concrètement à quoi sert cet output. C'est donc un titre et une description en gros, donc à chaque fois que vous ajoutez un output avec plusieurs valeurs, il faut préciser ces informations, sinon au bout d'un moment on en a trop et on ne s'en sort plus. Puis dans le graphe, vous pouvez simplement connecter le not equal à ce nouvel input. Toutes ces modifications se sauvegardent automatiquement, donc vous pouvez directement retourner dans le graphe du joueur, et vous allez retrouver un output grounded, que vous allez donc pouvoir connecter à la branche. Maintenant qu'on a fait ça pour cette partie du ground check, on va aller faire la même chose pour l'autre, étant donné qu'on avait copié-collé ces différentes nodes. Donc vous pouvez toutes les sélectionner, les supprimer, et on va encore une fois faire un glisser-déposer de notre super node ground check, et connecter l'output grounded à la node nécessaire. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est beaucoup plus propre. Pour finir, n'oubliez pas de sélectionner le joueur dans la hiérarchie et appliquer les modifications sur la préfab. Pour rappel, on fait un override apply all. Et cette fin d'épisode marque la fin de la création du système de déplacement de notre personnage. Il peut maintenant se déplacer à l'horizontale, mais aussi à la verticale grâce au système de saut ajouté aujourd'hui. Selon les mouvements qu'on va effectuer, le personnage est déjà animé, donc il a une panoplie d'animations selon ses actions. Il a donc appris à faire beaucoup de choses. En tout cas, j'espère que ce 4e épisode vous a plu, on commence à vraiment rentrer dans le concret, je pense que le plus difficile est déjà derrière nous, comme je vous l'avais dit. Si vous ne comprenez pas encore toute la logique de Bolt avec les connexions entre les nodes, n'ayez pas d'inquiétude, c'est normal. D'ici la fin de la série, on va voir encore plein de choses et vous allez tout doucement gagner en compétences et en confiance avec cet outil. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous appréciez mon travail, que vous avez l'envie et les moyens de le faire, vous pouvez me soutenir financièrement sur les plateformes Tipeee ou Utip, vous avez les liens en description. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de la série. D'ici là, portez-vous bien, salut.